Bonjour à tous et merci d'être fidèles au 12-13. Au sommaire du Journal des Alpes ce midi, l'arrestation du suspect numéro 1 du meurtre de Grégory, poignardé à un feu rouge à Échirolles en Isère le 5 novembre dernier. Le jeune homme a été interpellé ce week-end à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. C'est son ADN qui l'a trahi. Le premier volet de notre série sur les derniers préparatifs des stations de ski avant l'ouverture de la saison hivernale. Gros plan sur la nouvelle piste bleue des Deux Alpes. Le chantier touche à sa fin et n'attend que la neige pour accueillir les premiers skieurs. La neige qui est tombée ce week-end et qui devrait tenir, vu les températures annoncées, 1 à 5 degrés en pleine dans l'après-midi, avec des nuages bien présents qui viendront de l'Italie et joueront à cache-cache avec le soleil. Le 5 novembre dernier, Grégory, 18 ans, était tué à coups de couteau au carrefour d'une avenue à Échirolles en Isère. Selon notre confrère Le Dauphiné Libéré, le suspect numéro 1 dans cette affaire a été arrêté ce week-end à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Il a été interpellé alors qu'il rentrait d'un voyage en Algérie. C'est son ADN qui a parlé. Marie Michelier. Sa mort avait suscité une vague d'émotion à Échirolles et dans l'agglomération ce jour-là. Plusieurs milliers de personnes entouraient la famille de Grégory, poignardé à mort quelques jours plus tôt. Le 5 novembre dernier, en début d'après-midi, Grégory, 18 ans, stationne à un feu tricolore. Un inconnu s'approche. Le ton monte. Une altercation éclate au cours de laquelle Grégory est frappé à la gorge à 4 reprises avec une arme blanche. L'agresseur s'enfuit. Sa victime, gravement touchée, décède une vingtaine de minutes plus tard, peu après l'arrivée des secours. Dans les jours suivants, les services de police poursuivent leurs investigations et lancent un appel à témoins. Un jeune homme, connu des services de police et confondu par son ADN, apparaît alors comme le principal suspect. C'est un adolescent de 16 ans, parti pour l'Algérie quelques jours après le drame. Un mandat d'arrêt est alors délivré contre lui. Finalement, c'est à son retour ce week-end qu'il a été interpellé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Présenté à un juge, il a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué. Condamné en septembre 2014 à 1 000 € d'amende pour avoir négligé un exercice de sécurité, EDF pourrait voir la peine s'alourdir. En effet, le réseau Sortir du nucléaire a décidé de faire appel de ce jugement considéré trop laxiste. Les deux parties se retrouveront donc devant le tribunal correctionnel de Grenoble dès cet après-midi. À un mois de l'ouverture de la saison d'hiver, les stations des Alpes s'activent. Toute cette semaine, nous vous proposons de faire le tour d'horizon des derniers préparatifs avant le grand rush vers l'Or Blanc. Une série qui commence avec la fin du chantier de la nouvelle piste bleue des Deux Alpes en Isère. Denis Vigneault-Duguet et Jean-Pierre Rivet. Dernier coup de pelle et dernier tour de roue au-dessus de la station des Deux Alpes pour ce qui représente sans doute l'un des plus gros chantiers jamais initiés sur un domaine skiable. La construction d'une piste bleue qui permettra aux skieurs d'évoluer entre 3600 et 1600 mètres par des tracés faciles, présentant un dénivelé de 2000 mètres et offrant surtout un retour station totalement sécurisé. Débuté en 2014 après la période de nidification du tétralyre, le chantier a dû respecter des contraintes environnementales très strictes. Et on a vraiment souhaité avoir une intégration paysagère la meilleure possible dans ce projet pour qu'à terme, en fait, la piste disparaisse totalement, qu'on ne voit plus qu'il y ait eu de terrassement, en fait, redonner à la nature une piste comme si elle l'avait tracée elle-même. Nous avons aussi planté donc, sur 2 ans 12 000 arbres. Donc les 12 000 arbres ont été plantés par les équipes de Deux Alpes Loisirs et on a mis, je dirais, des moyens de protection naturelle en amont de ces arbres pour pas qu'ils soient détruits par des petites coulées de neige. Dès que les arbres auront atteint un certain âge, une certaine taille, et ben les tripodes normalement seront usés par le temps, seront pourris et ils disparaîtront naturellement. Un budget de 10 millions d'euros, plus de 500 000 mètres cubes de terre déplacés et au final, une piste bleue particulièrement sûre et confortable qui constitue surtout un nouvel atout de promotion touristique.
La nouveauté, c'est ce qui fait venir les gens. De plus en plus, les clients cherchent à connaître des endroits différents. Ils sont pas fidèles à une station toute leur vie, donc ils vont d'un endroit à un autre. Et quand il y a quelque chose de nouveau, ils ont envie de le tester, de voir si ça leur convient. La piste bleue, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est quand même un des plus gros chantiers, voire le plus gros chantier qui a été fait en piste en France. Et oui, c'est un axe de promotion très important. Face au va-et-vient incessant des engins sur le domaine skiable, c'est le calme qui domine dans la station, aux rues désertes et aux magasins vides. Mais derrière cette façade, nombre d'artisans s'activent quotidiennement à refaire les stocks ou à préparer les nouveaux menus qui accueilleront les skieurs dès le 5 décembre. Et maintenant, direction Chamonix, en Haute-Savoie, pour une opération qui s'est déroulée il y a quelques jours sur le domaine skiable des Grands Montées. En prévision des chutes de neige, les équipes de pisteurs ont remis en route les Gazex, qui servent à déclencher les avalanches. Un chantier d'altitude délicat et surtout toute une expédition avant d'y parvenir. Jordan Guéant, Maxime Kemener. Chamonix, 8h du matin. Pour les pisteurs des Grands Montées, le départ d'une journée d'expédition. Objectif, rallumer, vérifier les Gazex, ces dispositifs anti-avalanche. Là, on est au sommet de l'arête de Bochard. Voilà, on est à 2900 mètres d'altitude. En haute montagne, face au Mont Blanc, un balai impressionnant pour des livraisons à l'image de la Mission, périlleuse. Ça, c'est les bouteilles de propane qu'on change, voilà, qui font quasiment une saison d'hiver. Les Gazex, c'est un mélange de propane et d'oxygène qui remplissent des cuves ici et qu'on envoie dans les Gazex au moment opportun pour faire le déclenchement d'avalanche. En moyenne, c'est une 30 à 40 fois dans l'hiver l'utilisation. Il faut savoir qu'on fait du déclenchement à partir de 15-20 cm de neige. Sur le plus haut domaine d'Europe, 12 Gazex sont répartis. Des installations techniquement pointues, difficilement accessibles, mais nécessaires. Voilà, c'est un peu compliqué en altitude parce qu'on a de l'oxygène, on a des branchements, on a des chutes de pierre qui peuvent couper les tuyaux, on a les batteries qui peuvent se décharger. Et c'est compliqué parce que si on n'a pas de Gazex là, on ne peut pas déclencher la pente là. Et cette pente, on ne peut pas ouvrir tant qu'on n'a pas déclenché. Dis-moi, est-ce que tu peux faire un test de tir sur Bochard, s'il te plaît ? Car ici, plus qu'ailleurs, la sécurité est une priorité. Maîtriser la haute altitude, ses dangers, voilà la mission des hommes des Grands Montées, des pisteurs à part. Il y a le côté haute montagne qui est primordial ici. Et on a besoin des gens avec une connaissance, avec une approche haute montagne. Ainsi, chaque hiver, des milliers de skieurs viennent ici, le long du glacier près des Séracs, sur les pistes ou en freeride, tous prêts à dévaler les 2000 mètres de dénivelé des Grands Montées. Et voyons tout de suite ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières avec Fabrice Légard. Bonjour Fabrice. Bonjour Daniel. Alors on commence avec les attentats qui ont du mal à passer chez nos voisins italiens. Oui, vous l'avez dit, comme chez nous, les attentats sont encore dans tous les esprits. La preuve, samedi dernier, devant le Pala Alpitour de Turin, le préfet du Piémont, vous allez le voir, avait mis de gros moyens en place pour sécuriser l'accès à la salle devant laquelle se pressaient des dizaines de milliers de fans de Madonna, une star américaine d'origine italienne qui a commencé son concert avec 2 heures de retard, mais qui, comme à Stockholm, au lendemain des attentats de Paris, a refusé d'annuler. Ils veulent nous faire taire, a-t-elle répété à ses tifosi italiens, mais nous ne leur permettrons pas. À noter qu'à quelques pas de Madonna au Juventus Stadium, les supporters des équipes de football de Turin et Milan ont dû eux aussi s'armer de patience pour arriver jusqu'aux tribunes à cause des contrôles bien sûr, mais aucun incident n'est à déplorer et c'est peut-être là l'essentiel tout de même. Et malgré ce contexte pesant, en Suisse, on a fêté les droits de l'enfant. Oui, alors Daniel, vous le savez, le 20 novembre est devenu traditionnellement la journée internationale des droits de l'enfant. Mais cette année, à Genève, on fêtait aussi le 25e anniversaire de la Convention de Genève en présence d'enfants venus de nombreux pays. Je vous propose d'ailleurs d'écouter 2 d'entre elles. Elles s'appellent Divine et Léaz. Écoutez. En fait, on n'a le droit de rien du tout. Et par rapport en Suisse, on a un peu le droit de tout. Le droit d'aller à l'école, le droit de se reposer, de jouer, le droit d'avoir à manger, à boire, le droit d'être soigné.
Eh oui, ça paraît évident, mais il n'est jamais inutile de les rappeler, ces droits fondamentaux. En tout cas, les 3500 enfants rassemblés vendredi à Genève avaient construit une map monde géante pour l'événement, collée dessus des dizaines de petites photos d'identité d'enfants du monde entier. Tous s'étaient mis en situation de façon à illustrer chacun un des multiples droits des enfants. Une belle image porteuse d'espoir dans ce monde de brut, Daniel. Comme vous dites. On reste en Suisse avec notre grand format d'Alp Express Midi. Il va nous permettre d'user et peut-être d'abuser aussi d'un droit fondamental, mis à mal lui aussi en ce moment, le droit de la presse. Et ce, grâce à un canard pas français du tout, genevois, mais souvent déchaîné. Ingrid Pernet et Serge Vorette. Un canard à l'heure du bouclage, quand les derniers mots se bousculent, quand le chrono défie les humeurs, quand les corrections encombrent les écrans et surtout quand Monsieur Fleury, comme tous les mardis soirs, vient ajouter son petit grain de sel. J'essaie d'avoir l'œil. On a dû choisir une un peu particulière, on a fait plusieurs essais. Et finalement, moi j'aime bien les trucs flash, donc j'ai choisi celle-là, parce que j'adore mon canard. Avec son petit côté vieillot et tape à l'œil, il a quelque chose de vintage, le GHI version 2015. 72 pages de petites annonces, de sujets décalés et de publicités à l'ancienne, comme au premier jour. Je pense que j'ai eu de la chance de commencer sans argent. Je crois que j'avais pas 1000 francs sur mon compte quand j'ai commencé, donc quelque part j'étais condamné à réussir et je l'ai fait vraiment. Le journal a grandi en fonction du succès qu'il a rencontré. Et c'est arrivé à un stade, dans les années 90, c'était très très fort, je veux dire. On avait vraiment tout le marché, tous les lecteurs. Le GHI est devenu une institution, comme son patron. L'éditeur, à l'origine de toutes les premières. Premier gratuit à Genève, premier journal à s'engager contre l'école le samedi matin, première agence matrimoniale du canton avec ses pages rencontres et amitiés, premier rebelle grande gueule, boycotté pendant 8 ans par des commerçants mécontents et premier provocateur. On a encarté au début du sida 200 000 préservatifs dans les éditions de GHI. C'était quelque chose d'incroyable. On en a parlé dans le monde entier, aux Indes, au Canada, aux États-Unis, sauf à Genève évidemment. À Genève, on a bien évité de relever ce fait assez extraordinaire. Lui parle de coup de pub, le rédacteur en chef d'Audace. Ne pas avoir la langue de sa poche, avoir un langage de crise quand il y a crise, je pense que c'est important. On a plus d'écho, plus de résonance. Maintenant, voilà, tout ne se définit pas en noir et blanc. Du culot, de l'audace dans l'information, mais pour moi qui suis aussi du métier, il faut être crédible. Vous ne pouvez pas juste élever la voix et ne pas dire et pas avoir du sens et du fond. Donc oui, soulever des débats, dire ce que les gens ne disent pas, mais le dire avec intelligence, faire sens et donner à débattre, changer les angles, permettre de nouvelles perspectives et essayer de faire en sorte que les gens réfléchissent autrement. De la nuance, de la sagesse peut-être, qui ne convient pas toujours aux fondateurs, qui trouvent ces journalistes trop frileux, trop timides parfois. Car le succès du GHI tient aussi dans sa personnalité. Tiré à 260 000 exemplaires, il n'en finit pas de vouloir se démarquer. C'est surtout ça qui est intéressant. On sort du contexte, d'autant plus que maintenant les journaux font tous partie du même groupe à peu près, peu de choses près. Donc c'est vrai que ça se démarque complètement. C'est une alternative intéressante. Ouais, moi je me souviens quand j'avais 17 ans, à cet âge-là, je l'avais utilisé pour la première fois le journal. J'aime bien les petits articles politiques ou ce qui se passe à Genève, ces petites aventures entre eux, quand ils se disputent, c'est bonheur. 45 ans que cela dure, 45 ans de culot, 45 ans de titres, accrocheurs, mais qui peuvent laisser songeurs. Et de la Suisse, nous retournons en Italie, Fabrice, avec une réaction très élégante aux attentats de Paris. Oui, très élégante et très poétique aussi. On ne pouvait pas en attendre moins d'Arturo Brachetti, le Turinois transformiste qui a mis tout son talent dans une vidéo pour crier sa solidarité avec les victimes des attentats de Paris. Car la France et Paris m'ont beaucoup donné, a expliqué celui que les Italiens appellent avec humour l'homme avec une tour Eiffel sur la tête, justement. Je leur devais donc à ces Parisiens ce retour d'affection, une façon donc de remercier la ville qui l'a révélé, car il a d'abord été connu en France, Arturo Brachetti, avant d'être prophète en son pays. Merci voilà, Fabrice Légard, merci pour cet Alp Express et à lundi prochain.
Retour à la neige avec l'hiver qui a réellement pris ses quartiers ce week-end, avec des chutes de neige appréciables en altitude pour le plus grand bonheur des canots à neige et des amateurs de glisse. Exemple dans le Val d'Arly, en Haute-Savoie, Ingrid Pernet et Yves Mariglo. Question calme avant la tempête, c'est l'idéal. Quelques randonneurs ont sorti les planches, prêts à affronter la neige, mais surtout les cailloux de début de saison. Il n'a même pas encore enlevé le fart, donc je ne sais même pas si les pots vont tenir, mais voilà, c'est les skis cailloux pour la première sortie de l'année. Contrairement aux autres années, vu le beau temps qu'il y avait, on a encore fait du vélo mercredi, c'était top. Et là, c'est top aussi, on change radicalement. Et le cri de l'hiver, pour certains, c'est celui-ci, quand les canons se mettent à cracher. Les snowmakers ont les yeux rivés sur leur machine, moins 4 degrés à 1000 mètres d'altitude en ce début d'après-midi. Dès qu'il y a des températures négatives, nous on met en route là, à partir du 15 novembre. Et s'il y a un coup de redoux derrière ? Faut essayer, c'est un coup de poker. Il fait froid, il fait pas froid, il faut profiter des plages de froid. Du froid qui a fait fuir les nostalgiques du bel automne. Pour les autres, rien ne les arrête. Des skieurs qui ont le feu aux spatules pour refermer ce journal des Alpes. Les bosseurs tricolores étaient à Tignes pour leurs derniers entraînements avant l'ouverture de la Coupe du Monde de ski de boss. Chef de file cette saison, Anthony Bénat, le skieur de Megève, champion du monde en titre. Frédéric Lefrançois, Didier Albrand. Anto. Je monte de la joie, je monte du plaisir parce que voilà, je m'éclate, c'est trop bien, on a Tignes, il fait grand beau. Mais après intérieurement, ouais, non, je suis vraiment en mode rageux, j'ai envie de réussir, j'ai vraiment envie de montrer que je suis encore capable d'être là, je suis pas encore vieux et que je peux aller chercher les podiums. Le champion du monde en titre à l'écrou. À 28 ans, Anthony Bénat va débuter sa 10e saison de Coupe du Monde avec la volonté et l'envie d'un rookie. Il enchaîne les runs, toujours prêt à corriger la faute de quart, l'écart des pieds, avec son coach à peine arrivé, l'œil rivé à l'écran vidéo. Comme ça, tu auras plus d'appui sur les bosses pour essayer d'avoir un petit peu moins de vitesse dès le départ. Allez, Anto, c'est bien là. On a une génération qui est quand même bien visuelle. Et c'est vrai que c'est un outil de travail qui nous permet vraiment de visualiser les runs directement en live. Donc de corriger tout de suite visuellement ce qu'ils ont besoin de travailler sur la descente d'après, que ce soit en saut et en technique. Avec un champion du monde dans ses rangs, l'équipe de France dispose d'un bon point de repère, d'une valeur sûre, d'une trace qu'on a envie de suivre. Ce titre tire tout le groupe vers le haut. Ça serait dommage de ne pas en profiter. On fait un sport individuel, mais on le fait en équipe. Donc voilà, s'il y a un coéquipier qui réussit bien, on peut profiter de cette dynamique. On peut profiter de l'élan qu'a l'équipe pour vraiment se mettre dans un bon mouvement et faire des bons résultats. J'ai quand même été chercher un titre mondial l'année dernière, j'ai été chercher une victoire à Megève, ce que je voulais, mais par contre je manque beaucoup de régularité. Et c'est ça que je vais aller chercher l'hiver prochain, c'est être tout régulier sur chaque course et pas faire une très bien, une un peu moins bien, que ce soit en dents de scie, quoi. L'équipe de France était au taquet avant d'attaquer la Coupe du Monde, l'unique compétition internationale de l'exercice 2015-2016. Les premières bosses seront finlandaises avec une ouverture de la compétition à Ruka le 12 décembre prochain. Je vous rappelle enfin cette information de notre confrère Le Dauphiné libéré. Le meurtrier présumé de Grégory, tué à coups de couteau le 5 novembre dernier à un carrefour d'Échirolles en Isère, a été arrêté ce week-end. Trahi par son ADN, le jeune homme de 16 ans a été interpellé à l'aéroport de Lyon et mis en examen pour homicide volontaire. Rendez-vous à 19h pour le prochain Journal des Alpes. Ce sera avec Pauline Allo.